Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, bonsoir, gourmettes et gourmets, bienvenue dans Cinéphage, l'émission qui parle de cinéma et de nourriture. Pour ce 7e épisode, je sors de grippe, donc je suis un petit peu malade, ça se ressent un peu à ma voix, je vais peut-être faire des quintes de tout, je vais essayer de faire à côté. Je suis Camille, donc scénariste et animateur de ce podcast. Je suis accompagné pour cet épisode de Antoine. Bonjour à tous. Antoine, ça fait un peu longtemps qu'on t'a pas vu, et pour ceux qui arriveraient actuellement, qu'est-ce que tu pourrais te présenter à nouveau, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème, Camille. Alors moi, Plus je suis fort. aussi... Il n'y a pas de problème, Camille. alors, moi, Camille, je suis scénariste principalement de comédie et d'horreur, et co-auteur avec toi sur plein de projets. Ouais, c'est vrai. Très très bon partenaire d'écriture. Je suis accompagné également de Sarah. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors toi aussi, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis scénariste aussi, surtout dans l'animation, série télé pour les petits. Et puis j'écris aussi de l'animation pour mes projets plus personnels, on va dire, mes projets d'auteur plutôt que mes projets de scénariste de commande. Ces présentations faites, on va pouvoir passer au film de ce 7e épisode, qui n'est rien d'autre que Sausage Party, la vie privée des aliments. Depuis toujours, les aliments priaient pour nous suivre chez nous. Et regardez ce qui arrive, on est là! Elle nous a pris tous les deux! Trop génial! Mais ils étaient loin d'imaginer C'est trop de la balle! qu'ils passeraient à la casserole. Attends, trop top, mon pote! Oh non, ma peau! Non! On va tous crever! Arrête tes conneries et fonce! Je dois prévenir tout le monde! Sinon tout le monde risque de mourir! Alors, ce film est un film d'animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan, tout droit sorti de la tête de Seth Rogen et Evan Goldberg, qui sont deux acteurs et réalisateurs, coproducteurs américains. Le film est sorti dans nos salles le 30 novembre 2016 et était interdit aux moins de 12 ans. On va y revenir pour ce qui s'est passé en France. Vous allez voir, il y a plein d'infos. Donc, comme je disais, on retrouve la bande de Seth Rogen, qui fait partie de l'école de Judd Apatow, qui était un producteur et réalisateur à qui on doit 40 ans toujours puceau, Super Grave, toutes ces comédies un petit peu du début des années 2000. Et donc, dans la bande, on a par exemple Kristen Wiig, Jonah Hill, Bill Hader, Michael Cera, James Franco, Danny McBride, Craig Robinson, Paul Rudd, Nick Kroll, qui a fait Big Mouth, qui est un des co-auteurs de ça, David Krumholtz, pardon pour le nom, Edward Norton en feat dedans, et Salma Hayek. Donc c'est pour ce film une belle grosse bande de potes. Et donc par exemple pour Seth Rogen, Jonah Hill, etc., on les retrouve notamment dans le film C'est la fin, The Interview, Délire Express. Et donc pour le résumer, on est sur une petite saucisse qui s'embarque dans une dangereuse quête pour découvrir les origines de son existence. Que va-t-il arriver à cette petite saucisse? On ne sait pas. Alors, c'est là où on va entrer. Personnellement, moi, j'ai pas vraiment d'analyse pour cet épisode-là. J'ai surtout un énorme plaidoyer et beaucoup d'informations à faire, donc c'est là où je vais beaucoup parler, vous allez voir. Et après, je vais peut-être plus un peu me taire et écouter mes invités. Mais Sausage Party fait partie de ces rares films d'animation à être rated R aux États-Unis, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagné, ce qui est une censure assez importante qui des fois définit beaucoup le succès en salle de certains films, notamment à ce public-là un petit peu... Ce qui est une censure aussi très bizarre. Pourquoi 17 ans? Parce que c'est aux États-Unis, c'est comme ça. Ouais, Aux États-Unis, ils ont le permis à 16 ans. 16 ans pour conduire, ouais. 17 ans pour regarder des films gore. Et 21 ans pour boire. C'est les États-Unis. Hein. Voilà, j'ai pas cherché plus loin la logique. Mais voilà, c'est par exemple, ce rated R, c'est des enjeux qui ont été pour Indiana Jones 2, etc. Ça a été des vrais enjeux pour essayer de sortir au box-office. Parce que sinon, en fait, ils n'avaient pas cette catégorie d'âge-là et ils allaient se planter. Donc ce film-là fait partie des rares films d'animation, comme je disais, rated R. Et il rejoint la shortlist avec South Park, le film,
Anomalisa de Paul Kaufman, Batman Killing Joke ou encore, attention, tenez-vous bien, Aqua Teen Hunger Force : Movie Film for Theater. Ah, lui. Oui, tu connais? Non, tu connais? Non. Ok, punaise, parce que je l'ai vu pour ça. C'était un sacré délire. Et là aussi, ce dernier, Aqua Teen, etc., fait partie de ces films qui mettent en scène des aliments de fast-food en personnages principaux. Et cette série est assez obscure en France. Elle est distribuée par Adult Swim. Je crois voir. Est-ce qu'il y a un cornet de frites avec une moustache, un truc comme ça? C'est ça. Un cornet de frites avec une moustache. Avec un bouc. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est Avec ça. un soda et une boulette de viande. Et c'est une série... Ça lui Swim. Ouais, mais tu Ouais. vois, c'est une série qui a 12 saisons aux États-Unis, qui est un film, donc c'est vraiment un truc culte là-bas. Et en France, c'est totalement inconnu. Et donc j'ai vu le film et c'est bien perché sa maman. Je pense que c'est le genre de film où t'as besoin d'avoir vu au moins une saison pour ne serait-ce comprendre un petit peu les personnages et tout. J'ai si c'est pas vraiment trop perché. eu besoin de tout comprendre, mais je suis pas sûr qu'il faut tout comprendre dans ce D'accord. genre. Là, ouais, je vous laisse le découvrir si vous êtes curieux. Donc revenons à Sausage Party. Sausage Party, voilà, comme on l'a dit, la sortie rated R aux États-Unis, c'est très rare. En France, il était à moins de 12 ans, c'est un film d'animation, forcément, ça a chamboulé, mais pas forcément aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, il y a un fun fact qui est arrivé, c'est que la bande-annonce du film est sortie non censurée au Concord Cinéma en Californie, juste avant la séance de Monde de Dory. Donc ça a fait un tollé, parce que forcément tous les enfants ont été traumatisés en voyant des saucisses qui enfilaient des buns, de manière très très sexuelle. Mais à part ça, ça va. Les États-Unis, ils ont joué le jeu. C'est vraiment, dans 10 ans, t'as des attaques de partout et tout. Mais quel est le dénominateur commun entre tous ces terroristes? Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de trentenaires qui baissent des produits dans le supermarché? Ils étaient tous à la même séance, au même moment. Il n'y a eu qu'une séance qui a fait cette erreur-là, donc c'est vraiment les Concorde, quoi. Et donc voilà, aux États-Unis, ça s'est arrêté là. Après, ça a été très franc jeu et tout le monde l'a vu, ils étaient contents. Par contre, en France, c'est une autre paire de manches. J'ai glané une information via Télérama qui disait que sur le site infochrétienne.com, un certain Guillaume Anjou, pasteur pendant 10 ans, diplômé en théologie et père de 4 beaux enfants, a crié au scandale pornographique. Il a été jusqu'à faire appel au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire retirer le film, justement, puisqu'il trouvait que c'était indécent. Puis après, il s'est un peu calmé, il s'est dit quand même, bon, je vais tenter le tout pour le tout. Il a appelé à témoin le Centre national du cinéma pour voir si ça passait ou pas. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a juste donné plus de pubs au film avec l'effet stressant. C'est-à-dire, tu interdis quelque chose, tout le monde va aller le voir par curiosité, alors que tu essayes de l'interdire. Particulièrement parce que, nous, tous les trois, on a vécu ça quand on était au collège, il me semble. Moi, je l'ai vécu j'étais quand au j'étais lycée quand il est sorti. C'est Ah ouais 2016. Bah ouais. Il est sorti en Ah, 2016. t'es au lycée? Bah oui. Dans On ma avait tête, 17 au moins, 17 ans. Ouais, moi j'avais 16 piges, ouais. 16-17. putain, j'étais certain d'être au collège quand même. Moi, je me souviens, j'ai vu la bande-annonce quand j'étais Ma foi. à l'internat. Bah, Et je ça- l'attendais, j'ai pas pu le voir. en Après, plus. dans tout, ça revient au même parce que c'est typiquement le genre d'âge où tu essaies de trouver des limites, trouver ce qu'il y a de trash. Et quand on te dit oh, cette œuvre elle est interdite par l'État ou par une organisation religieuse, c'est typiquement le genre de truc où t'es en mode les gars, ce soir, chez moi. Ouais, bières. c'est ça. Et ça fait une polémique de dire oh mon dieu, la manif pour tous a interdit ce film, crier au scandale. Tu te dis allez, c'est bon. C'est hop, ça. Et puis en plus, c'est le genre de truc où t'es en mode moi je l'ai vu. Ouais, c'est Ouais. ça. Moi je l'ai vu. Moi, j'ai vu Sausage Party. C'est ça. Moi j'ai vu Sausage Party et Serbian Film à la suite. Oh, allez, non, il est sortir celui-là. Deux salles, deux ambiances. Voilà, punaise. Ok. Je pensais pas qu'on le sortirait dans le podcast un jour, mais bon, merci Antoine. Un plaisir. Voilà, donc merci aussi Guillaume Anjou pour la pub gratuite. Mm. Et je vais passer directement à mon petit plaidoyer que j'ai à faire, parce que là on va parler d'un film d'animation pour adultes, et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, j'en ai assez que l'animation soit associée aux enfants. En France, en tout cas, c'est très très globalement associé à ça. Et pourtant, le cinéma d'animation est comme tous les autres genres, pour toutes les tranches d'âge. Il y en a pour les plus petits, comme la quasi-totalité des productions Disney, DreamWorks, etc. Mais aussi pour adultes. Et je vais vous montrer que ça date pas de Sausage Party en particulier. Déjà, en 1937, ça c'est l'histoire qu'on connaît, il y a Blanche-Neige et les 7 nains qui sort au cinéma par Walt Disney. Ça met tout le monde d'accord, c'est incroyable, c'est une révolution technique, on n'a jamais vu ça au cinéma. Puis après, Disney sort sur son succès, ils arrivent avec Pinocchio, Dumbo, La Belle au Bois dormant, Bambi, etc. L'animation devient un peu le truc pour enfants de base, alors qu'avant il y avait Betty Boop et tout ça qui était quand même en 31, etc. Assez olé olé, ouais.
Betty Boop, voilà, était interdit par le comité de censure Et aussi. ça dépasse un petit peu le côté sexuel aussi parce qu'il y avait beaucoup de références aux démons, au diable, Ouais. à l'horreur de manière assez générale C'est dans ça. les cartoons de cette époque. Donc c'est Disney qui a mis une espèce de patine. Regardez, c'est la jeunesse et c'est ce qui a réuni le plus grand nombre. Mais on oublie que en 1972 sort un film qui s'appelle Fritz the Cat, qui est adapté du comics éponyme de Robert Crumb, qui est un auteur de comics underground, c'est-à-dire underground, c'est tout ce qui est pour adultes, sexe, drogue, alcool. Et le film est vendu comme le premier film d'animation classé X, et c'est mérité, parce que Fritz, dans ce film, et comme dans les comics, est un chat qui passe son temps à essayer de baiser tout ce qui bouge. C'est son objectif de vie. Chers auditeurs, c'est la première fois que vous l'entendez parler, ça fait 6 ans qu'il nous casse les couilles avec ce film. J'adore. Au-delà de Fritz the Cat, je sais que c'est un film qui est très bancal. qui Oui, a c'est plein de Bakshi. Mais j'adore Ralph Bakshi et justement on va introduire Ralph Bakshi parce que pour vous dire jusqu'où va le côté adulte de ce film, il y a une scène sur fond psychédélique dans laquelle un moustachu allemand bien connu de nos cours d'histoire essaye de sodomiser notre personnage Fritz. Voilà, donc c'est une petite course-poursuite comme ça, sympatoche, avec... Tom et Jerry dans les couloirs. Voilà, c'est ça, c'est l'animation pour adultes, bienvenue, c'est par ici. Donc tout est vrai, hein, je me souviens, c'était une scène assez lunaire. Et c'est le premier film du réalisateur Ralph Bakshi. Bakshi, considéré comme l'anti-Disney. C'est un artiste, moi, Antoine, tu le détestes, moi je l'adore. Je le déteste pas, je trouve. C'est les bandeurs de Bakshi que je déteste. Mais non, c'est juste qu'il fait des super films, il fait de super propositions. C'est juste que j'ai jamais apprécié vraiment Ouais. regarder un film de Bakshi, mais j'ai peut-être pas regardé le bon film de Bakshi. Après, Ouais. j'ai pas vu toute sa filmo, mais à chaque fois, moi je les ai vus parce que j'étais admiratif de l'artiste. Mais c'est vrai que si premier degré, c'est un peu bancal sur les bords. Bah, premier degré, en fait, moi, ce que je lui reproche, entre gros guillemets, à Ralph Bakshi, c'est que c'est souvent des collages. J'ai l'impression Alors, c'est je plein veux de dire, petites scènes foutues les unes Ouais. après les autres. Il n'y a pas vraiment de cohérence c'est pas entre un le bon tout. scénariste, je pense, mais c'est un Mm. très bon réalisateur et surtout, c'est un personnage, là je vais y venir, qui a énormément aidé pour Oui. l'animation pour adultes. Oui, politiquement, ça c'est pas un doute. Après, moi, je sais que ça m'a toujours... toujours trouvé que ça se classait dans la vallée de l'étrange, son animation, parce que, du coup, si vous savez pas, c'est fait sur des acteurs, en fait, qui jouent Ouais. vraiment. En rotoscopie, oui. Voilà, en J'allais y rotoscopie. venir, ouais. Et c'est très spécial. Et moi, je trouve qu'en fait, en voulant être plus proche du réel et du naturel, on en vient à entrer dans la vallée de l'étrange. Et moi, c'est ce que j'aime pas forcément dans l'animation. C'est aller dans le fantastique et vraiment dans l'irréel qui fait qu'on peut pleinement s'immerger dans l'histoire, quoi. Ouais. Pour vite fait clore le côté un petit peu politique et te laisser continuer, Camille, Ouais. faut quand même, et on le dit ici, hein, c'est pour donner ces lettres de noblesse à Ralph Bakshi qu'on le cite et même qu'on le critique. Ce mec a quand même toujours été en combat avec les studios avec qui Toujours. il produisait. On pense notamment à Cool World, dont l'histoire de base n'était pas du tout la même que ce qu'on a eu au final, qui devait être une histoire assez compliquée, sombre, et au final on a un patchwork de plein de choses parce qu'il y avait plein d'intérêts qui se contredisaient Oui. entre lui et les studios. Qui est un de ses derniers films d'ailleurs. Cool Exactement. Même si on n'aime pas même si on n'a pas la filmographie de Ralph Bakshi, on est obligé de respecter le monsieur pour le travail C'est qu'il a ça, fait. en fait, c'est un personnage qui a énormément donné de sa personne et il a consacré sa carrière en fait à pousser et à expérimenter tout ce que l'animation et le cinéma d'animation pouvait offrir. Ça lui a pas apporté forcément le public ni la renommée qu'il avait. C'était quelqu'un de très niche. En fait, l'animation pour adultes. Et je pense Adult Swim et tout lui doivent pas mal indirectement. Et par exemple, on parlait de ça tout à l'heure. Ralph Bakshi, sur chaque projet, en fait, il a toujours expérimenté l'animation. Il a fait des mélanges d'animation et d'images d'archives du Troisième Reich dans Wizards. Il a fait la rotoscopie, voilà, donc qui est dessin sur des prises de vue réelles, que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux, donc son adaptation de 78, ou Tigra, la glace et le feu de 83. Puis après, il a fait sa version, comme tu disais, Antoine, de Cool World, qui est une version un peu rip-off de Roger Rabbit, en beaucoup plus salace, beaucoup plus vilain. Moi, je trouve beaucoup plus délirant aussi au niveau des séquences d'animation. Cool World, c'est un film qui souffre d'un scénario un peu pas ouf. Et d'un Brad Pitt qui débute aussi. Brad Pitt est dedans. Brad Pitt, bien sûr. Ça, franchement, c'est un vrai personnage de Bakshi. Ouais, ça pourrait. C'est Ouais. un personnage de Bakshi, Brad Pitt, détective privé. C'est parfait.
Bon voilà, désolé pour lui, je suis sûr qu'il écoute et je m'en excuse. Désolé, Brad. Désolé Bradou. Donc voilà, c'est au-delà de traiter de drogue, de sexe, il a parlé aussi de racisme avec Cooksyn. Enfin c'est vraiment, il parle de sujets que l'animation pour adultes aborde grâce à lui. Et bien entendu, il n'a pas été le seul à innover dans l'animation pour adultes. Aux États-Unis, on peut citer Bill Plympton avec son Impitoyable Lune de Miel ou Air High, qui sont des films complètement barrés, très très absurdes, presque avec un scénario timbre-poste. De l'autre côté du globe aussi, on peut citer toute l'animation japonaise et notamment la catégorie seinen, qui est réputée, seinen c'est jeunes adultes, et notamment des films d'animation hors adaptation de manga, qui sont par exemple Perfect Blue de Satoshi Kon, qui est un thriller psychologique bien énervé comme il faut, ou Le Tombeau des Lucioles, qui, si tu le vois quand t'es enfant, mais tu décèdes un peu. Voilà, c'est... Ouais. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas le voir quand j'étais petit. Je l'ai vu adulte et j'ai pleuré quand même. Donc voilà, en France, on est un peu l'exclusivité qui n'accepte pas l'animation pour adultes comme animation, en fait, comme sujet à part entière. On l'a accepté un petit moment avec René Laloux. René Laloux, c'est la planète interdite. Ah, la planète Ah bleue. oui. Non, la planète interdite. Non, la planète il y interdite. avait Topor aussi, oui, c'est ça, il y a la planète bleue avec Topor. C'est ça, et il y a je crois que c'est la planète interdite. Ouais, on c'est prépare ça. l'émission, hein, vraiment. Fin années toujours. 70, ouais. Peut-être qu'on parle de Ouais, la les même 80, chose, la je sais planète interdite ou la planète bleue, avec les êtres bleus, c'est ça? Oui. Bah ça Ouais. doit être Après, il y a Gandhar aussi, mais Ouais. je n'ai pas vu. Et il y a Le Roi et l'Oiseau quand même, Il c'était y a le roi et Prévert. le- Oui, donc c'est... Parce que même si c'est un conte, ça parle quand même beaucoup de fascisme, etc. hein. C'est Ouais, bon, mais tu vois, c'est la planète sauvage. Ah, la planète sauvage. Oui. Voilà, où Topor a fait les dessins justement. Mm. Topor, artiste Exactement. multitâche. Après, voilà, pour un peu de contexte, l'époque, et vous dire à quel point c'est un moment où il fallait vraiment mettre tous ses moyens, tous les moyens de son côté. C'est que je crois qu'une partie de la planète sauvage ou de Gandhar, ils l'ont fait dans des studios d'Europe de l'Est sous l'URSS Ah oui, parce que oui. ça coûtait moins cher. Ouais. Et Ah ouais. ils savaient pas s'ils pourraient le finir, s'il y avait des gens qui venaient voir ce qu'ils faisaient, s'ils allaient pouvoir continuer. Mm. Donc c'est vraiment une économie particulière à un moment particulier de l'histoire. Donc c'est un peu une anomalie. Donc c'est Ouais. pas vraiment la norme. Mm. C'est ça, Mm. et surtout là, pour revenir sur ce que avait dit Sarah aussi, Le Roi et l'Oiseau, c'est réputé comme étant un des plus grands films d'animation, tout pays confondu. Ouais. Ça reste des films qui n'ont pas su gagner le respect des professionnels de la profession, ou alors très tardivement. Tu vois. Ouais. mhm. Parce que tu vois, par exemple, maintenant Le Roi et l'Oiseau, il est considéré comme un classique, mais tu Ouais. vois, par exemple, l'animation pour adultes, dès qu'il y a un film d'animation qui sort, il est classé dans la catégorie enfant de base, Oui, sans ça, pour c'est sûr. autant être mentionné pour enfants. Elle Les gens- elle s'est perdue. Tu vois, ça l'a été un moment, on l'a accepté et ça s'est perdu. Mais Ça, à un c'est- moment, vraiment, ça a été accepté. Hein, l'animation pour adultes française, Ouais, entre mais ça. a été très cool. C'est et- comme la SF française, en et- fait, ça c'est Mm. très rapidement, c'est parti avec Ouais. Métal Hurlant, après ça s'est cassé la tête. Et avec la fantaisie française, mais ça, c'est l'époque Métal Hurlant et tout. Ouais. Enfin, c'était un moment très particulier de la les France. quoi. humanoïdes associés. Mm. Voilà, donc je reviens sur l'exemple que je tiens, que l'animation a encore beaucoup de chemin à faire pour être estimée de ses pairs, surtout au-delà du public français. C'est que pour la remise du César du meilleur film d'animation en 2021, c'est l'équipe du Sommet des Dieux qui a été réalisée par Patrick Imbert qui a gagné le prix. Et quand elle est venue chercher son prix sur la scène, elle s'est fait littéralement évincer, presque humiliée en disant « Ah, c'est bon, c'est l'animation, allez hop, cassez-vous quoi ». Bah Alors déjà, le fait que ce soit une catégorie, l'animation, Voilà. c'est pas un genre, c'est un média. C'est Et ça, c'est quand même mettre tout ça dans la même catégorie, c'est quand même déjà, ça montre un peu une forme de dédain par rapport C'est ça. au genre. Quoi. Enfin, Alors- du coup, non, pas au genre, par rapport aux médias. Oui, bon, après aux États-Unis ils ont encore ça avec les Oscars, donc on Oui. peut faire le même reproche. Mais d'un autre côté, aux États-Unis, c'est beaucoup plus assumé. Il y a beaucoup plus de facilité à faire de l'animation pour adultes qui est prise au sérieux. Ouais. Avec par exemple Adult Swim, qui est une chaîne consacrée à ça, avec des films d'animation. Voilà, Ouais. Sausage Party, il sort, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, Le Sommet des Dieux, qui était vraiment un film très très bon, très bonne adaptation du manga éponyme, et il s'est fait littéralement traiter comme un petit enfant en disant allez c'est bien ta friandise, maintenant tu t'en Ouais. vas, alors que il mérite autant le respect que les autres. Donc je terminerai là-dessus pour dire que comme tu as dit Sarah, le cinéma d'animation c'est pour les enfants comme pour les adultes, mais c'est aussi dans le titre, c'est avant tout du cinéma, donc estimons-le comme ça. Et donc avant de rager parce que c'est ton fils qui a été traumatisé par un bun qui se fait fourrer par un Twinkie, vérifie Mais oui. à qui s'adresse le film, Ouais. n'est-ce pas, monsieur Guillaume Anjou. Voilà, exactement. Voilà. Et Merci à vous. mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc au final, si quelqu'un le voit ce film, c'est mon enfant qui se fait attaquer. Tu comprends? Et bah regarde s'il est interdit moins de 12 ans en fait, je sais pas, genre Dieu il t'a appris à lire, je pense. Non. Il y a des enfants de Dieu qui ont 40 ans. Hervé. Voilà pour mon petit plaidoyer en faveur de l'animation pour adultes. Mhm.
Amen. On va pouvoir passer aux avis globaux. Je vais laisser la parole à mes chers collègues. Attends, on peut faire un tour mort. Je crois que j'ai mal digéré un truc dans la pizza. J'ai une chiasse. Allez, casse-toi avant de lâcher une Vas-y. caisse. J'y vais. Désolé Bah oui. Thomas, ça va durer. Je suis désolé. Prends le micro avec toi. Je reviens tout de suite. Le film. Alors dis-nous. Non le mais film. en fait ce film, bon en vrai il était un peu comme dans mes souvenirs. En l'ayant vu, je me suis pas dit oh là là j'avais raté quelque chose quand j'étais plus jeune. J'ai aujourd'hui des couches de lecture qui sont rajoutées, mais en fait c'est aussi gras que dans mes souvenirs. Des blagues de cul qui ne sont pas forcément très drôles et des traits d'humour dispersés ici et là, particulièrement dans les jeux de mots, dans les représentations des rayons au supermarché. Mais même là c'est en dents de scie. Typiquement le rayon alcool est marrant en 2 secondes, il y a des gens qui sont bourrés, très bien, et puis après ça tourne en rond. Le rayon cuisine, par contre, est très bien utilisé, très bien milqué, et en rapport avec la narration, en rapport avec l'objectif principal du personnage. Et ils ont utilisé cet objectif pour définir l'ambiance du rayon en soi. Oui. Ils sont pas juste dit il y a de l'alcool, c'est la fête. Tu vois, c'est aller un peu plus loin que ça. Et lorsqu'on prend du recul, c'est un événement dans le monde de l'animation comique pour adultes, mais comme certains classiques, ils méritent de rester dans leur époque, je trouve. Là où, par contre, je reconnais un vrai courage, et qui est clairement un choix artistique, c'est d'avoir assumé le design Disney. Ça, c'est une super idée qui tient de bout en bout, notamment dans la scène de fin qui est très portée sur le cul. design Disney, c'est-à-dire petit bras, petites jambes avec des gants Avec des blancs. gants blancs, une texture très lisse, Mm. et de grands yeux. Tu vois, c'est littéralement récupéré sur Disney, ça participe au décalage entre le ton et les visuels. C'est vraiment un bon choix, et ça je le reconnais. Il fallait du courage, parce que passer déformé l'identité visuelle du cadre de l'animation pour enfants, faut le faire quand même, faut des coronesses. Ouais. Même après avoir fait Superbad. Bah, franchement, je suis pas entièrement d'accord parce que les gants blancs, effectivement, ça rappelle Mickey Mouse, mais il y a quand même beaucoup de personnages de cartoon où c'est quand même un code du cartoon qui est récurrent depuis très longtemps et pas que chez Disney. Le côté liste de personnages vient aussi du manque de budget. Bon, c'est pas que un manque de budget. Alors, dans ce cas-là de Sausage Party, oui. Chez Disney, c'est un choix. Le lissage des textures, notamment, il y a une affaire sur le film Réponse. Film Disney Réponse, si vous l'avez pas vu, c'est très bien. Il y a le meilleur comic relief probablement de tous les Disney, qui est un cheval. Et dans Réponse, ça a fait un petit bruit parce que ils ont mis beaucoup de temps à rendre moins pointues les herbes. Ah ouais. Dans Réponse, ils ont fait activement, ils ont payé des millions d'euros pour que l'herbe soit moins pointue parce qu'il y a un ressenti qui peut... la rondeur, c'est la douceur, c'est... Oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais après aussi, dans le sens où quand tu as peu de budget en 3D, tu fais des formes assez simples. Et le rond est une forme assez simple. Ouais, mais Tu ils vois auraient pu... Alors, par rapport aux gants, tu vois, typiquement, ce genre de choses, il y a, pour moi, une bataille culturelle qui a été gagnée. Aujourd'hui, je te dis, gants avec 4 doigts. Ouais, tu penses à Disney. C'est ça, au bout d'un bras noir, c'est Disney. Ouais, d'accord. Même si je suis d'accord avec toi, c'est pas Disney qui l'a inventé. Oui, puis, en fait, là où je suis pas totalement d'accord avec toi, c'est que, bon, après, on peut se dire que DreamWorks est un peu l'enfant maudit de Disney parce que c'est Jeffrey Katzenberg qui travaillait chez Disney qui a créé DreamWorks. Donc, DreamWorks a hérité d'un peu une esthétique de Disney. Mais voilà, tu vois, par exemple, si tu prends DreamWorks, si tu prends Illumination, qui sont des studios qui font de la 3D, tu retrouves ce même côté rondeur, gros yeux, personnages ronds, assez lisses, etc. Donc moi, j'ai du mal à associer ça à Disney, tu vois. À part le truc des gants blancs, où je suis assez d'accord avec toi, tu m'as plutôt convaincu au final. Pour moi, il y a des caractéristiques qui font vraiment film d'animation Disney 3D. Et alors que tu vois DreamWorks, c'est un côté un peu crado dans l'animation DreamWorks. Et c'est trop stylé. Mais si tu prends Shrek, c'est pas... Je trouve pas ça aussi lisse que Disney. Je trouve ça plus rugueux. D'accord. Je trouve ça plus... Parce qu'ils ont plus de... Shrek est arrivé, je trouve qu'il y a plus de personnalité. Non, mais au-delà de ça, Shrek, quand il est arrivé, il a mis une fessée à Disney, parce que Disney était sur la pente raide, était en train de faire échec sur échec avec la planète au trésor, des espèces d'expérimentations comme ça qui n'arrivaient pas à trouver leur public. Shrek a trouvé son public, a montré que la 3D c'était la nouvelle façon de faire,
Ils ont fait Shrek 2 dans la foulée, révolution technique. Pendant ce temps-là, Disney, il a galéré avec Bienvenue chez les Robinson, tu vois, et qui est sorti en 2006, c'est-à-dire à Shrek 3. Donc ils avaient un train de retard et ils ont mis du temps. C'est pour ça que Shrek ou DreamWorks plutôt, sont permis de mettre de la texture, parce qu'ils avaient déjà des moteurs qui disaient allez hop, on met un petit polish, petite texture et tout, on joue. Mais voilà pour mon avis général. Alors, moi, la première fois où je l'avais vu, j'étais jeune. J'étais donc encore dans une période où oh là là, ça parle de nazis, c'est forcément drôle. Alors, je trouve toujours ça drôle, même si c'est plus forcément mon humour préféré. Et voilà, et maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'au bout d'un moment, comme toi, Antoine, on a compris, quoi. Donc, voilà, ça a un peu ses limites, même si y a certaines blagues qui sont vraiment... Enfin, qui ont une forme de finesse, d'une certaine manière. Elles sont un peu noyées dans un flot de blagues bien grasses, bien « t'as vu, là, j'ai fait un jeu de mots avec ça, et là, c'est drôle parce que voilà ». Du coup, ça manque de finesse, comme c'est souvent le cas, à mon sens, dans les films d'humour américain. Mais Si on pourrait citer genre 2 blagues pour bien montrer à quel point ça peut passer du tout au tout, je pense qu'il y a d'un côté l'antagoniste du film qui est un douche. Une douche. Alors une douche, Oui. c'est donc Une poire à lavement pour les fesses. une poire à lavement qui s'appelle donc douche. Ou pour le vagin aussi. Le produit s'appelle douche aux États-Unis, mais on dit aussi un douchebag pour dire un connard. Et donc je m'appelle connard. ouais, tu vois c'est ça, voilà. Et à côté, blague crade, mais qui moi m'a fait rigoler, c'est toutes les blagues avec les capotes. Tu vois, où, Oui, par par exemple, exemple, où tu fais parler une capote, bien sûr, elle est traumatisée. Voilà, des choses comme ça Mais qui c'est sont noyé, drôles, quoi. C'est Mais vraiment voilà, noyé. c'est noyé dans le tout un peu voilà, gras américain, quoi. Mais sinon, après, alors, ce sera le centre de mon analyse. Je trouve que le film a un propos très intéressant sur les religions. Donc, pas juste parce qu'il critique gratuitement, mais parce que c'est une vision que je trouve assez intéressante. Sinon, l'animation, bah voilà, on sent que c'est du petit budget, hein, clairement. Mais après, ça peut donner aussi le charme du côté film à petit budget, comme c'est de l'animation pour adultes, très dans des sujets et des thématiques bah voilà, très adultes, comme le sexe, la religion, voilà, vraiment les trucs pas politiquement corrects. Ça donne un petit charme, on va dire. Bah, moi, j'ai clôturé ce tour de table en étant peut-être le seul gamin de 15 ans à cette table, puisque franchement, premier degré, en le revoyant, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intelligent qu'il y paraissait, et qui m'a vraiment diverti premier degré. C'est-à-dire, j'ai mes limites, moi aussi, avec le film. Le film a beaucoup de blagues potages, donc je n'accrochais pas forcément. Il y en avait certaines, je me disais, ok, ça passe, parce que c'est tellement over the top, notamment à une scène dans la neige, avec le clip I Will Do Anything for Love. À ce passage-là, je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, mais le personnage se retrouve seul. Oui. Et c'est cette solitude dans la neige, dans les rayons surgelés, Voilà. qui donne une puissance à la musique, en fait. Avec une espèce de scène potage devant. C'est ça. Où celle-là, elle m'a pris par surprise. J'étais ok, c'est vraiment trop, et ça m'a fait rire. Par contre, la scène de fin qui a fait énormément polémique, et on va pas dire pourquoi, parce qu'on est en zone spoil, pas spoil, pardon. Là, par contre, ça m'a sorti. Là, je me disais, bon, bah, c'est trop, et ça centrait l'humour gras français, américain, pardon. Ouais. Donc, j'ai mes limites avec ça. Mais sinon, pour le reste, je trouve que c'est une très bonne critique de la religion et de son utilisation et de ses limites. Parce que, bah, par exemple, Seth Rogen, qui est un des auteurs là-dessus, est d'origine juive. Et donc, il critique ouvertement un peu ce qu'il a vécu, les croyances à une religion. Et elles prennent toutes pour leur grade, c'est ça qui est bien aussi. Que ce soit le christianisme, l'islam... Enfin, toutes, les 3 religions monothéistes. Oui, voilà, les principales. Voilà. Il y a aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, voilà, c'est un film à tiroir où, en fait, si on se renseigne un petit peu, on se rend compte que chaque blague est recherchée. C'est-à-dire, le personnage principal s'appelle Frank. Frank, c'est un argot pour dire zizi en américain. Putain, le film est intelligent. Putain. Non, mais tu vois, c'est qu'en fait, il a des... Tu m'emmerdes. Tu vois, il fait des blagues qui sont peut-être ce qu'on peut dire, voilà, pas très hautes, mais en tout cas, tu peux trouver des sens derrière et tout. Donc, toutes les blagues sont pas forcément très hautes, mais elles sont toutes référencées par rapport à une certaine culture. Et donc, moi, j'ai trouvé ça, en fait, c'était assez ludique à regarder, parce qu'en fait, tu peux littéralement regarder le film et te dire chaque aliment, à quoi ça correspond dans la caste américaine, que ce soit des minorités, que ce soit des positions, des tranches d'âge. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et là aussi, ça marche. Et pour la réalisation,
Bah, je lui en veux pas trop en fait d'être pas bien réalisé ou en tout cas de pas faire des scènes d'un niveau de Spielberg parce que je me dis en fait c'est pas le propos. C'est un film en fait qui mise tout sur son scénario et sur ses blagues et sur les échanges entre personnages. C'est un film à dialogue. Ouais, mais elle doit être au service du rythme des dialogues parce qu'un dialogue, on sait bien que c'est à la microseconde près et pour moi ça la réalisation, le montage, ça doit y participer. Et tu Donc trouves que si ça a on- pas marché là enfin c'était le montage patinait un peu. Non, justement, je trouve que c'est pas parce que la réalisation ne se voit pas forcément, qu'elle est pas évidente à l'œil, qu'elle n'est pas bien, quoi. Des fois, elle s'efface pour être au service des dialogues, justement. Bah, c'est le qui tout double de cette stratégie parce que en fait dans les bonus tu vois comment ils ont travaillé, c'est la moitié des dialogues ont été improvisés. Et ça se ressent un peu sur certaines blagues où c'est vraiment du catch, c'est vraiment ping-pong comme dialogue. Et donc, c'est un peu la limite que tu peux avoir avec les films de Seth Rogen et de cette bande-là, c'est que comme c'est la fin Délire Express, c'est un délire, c'est une ambiance. C'est soit tu te prends en jeu et tu rigoles avec eux, tu redeviens un ado un peu boutonneux de 15 ans, soit bah, tu rentres pas dans le délire et effectivement, c'est un peu bas de plafond et ça restera un truc d'ado pour des ados dans des corps d'adultes. Bah écoutez, c'est sur ce qu'on va pouvoir passer à la partie spoiler. Voilà le minimum d'informations que je peux partager pour ne pas divulgacher. Oui, mais enfin tout de même, Jésus. Oh ta gueule. Moi, pour cette analyse, pour moi, le film parle de roman national et des dangers du roman national. Le roman national, si vous ne le savez pas, c'est popularisé par Ernest Lavis dans ses manuels scolaires à partir de 1884. C'est un concentré d'histoire fait de clichés et de réalités qui a pour but d'unifier la nation sous un seul et même récit linéaire. En France, il est utilisé par la gauche sous l'angle artistique et culturel et par la droite sous un angle identitaire. Mais quand je regarde des films, il m'est venu la question, pourquoi utiliser la bouffe pour parler de ça, quoi ? Pourquoi utiliser de la nourriture pour parler d'un roman national ? Il y a tellement plus de manières de raconter ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les liens entre le mensonge du roman national qui cache la dure réalité et l'agroalimentaire américain, c'est pas si éloigné que ça. Déjà, il y a un roman national de la bouffe, faut le savoir. Il y a un roman national de la nourriture. Je parlais de la gauche et de la droite juste avant. La gauche, ils vont dire « Vive Bocuse », la fierté nationale du roman national culinaire français. Et à droite, ils vont dire « ils mangent pas les mêmes viandes que nous, oh là là, c'est nul ». Oui, en résumant très grossièrement. En résumant très grossièrement, parce que c'est pas le but de ma critique, bien sûr, c'est résumé très grossièrement, c'est juste pour vous dire qu'un roman national se fait aussi culinairement. Oui, bien sûr. On l'a vu dans Festin chinois, d'ailleurs. On l'a vu dans Festin chinois, bien Si sûr. vous n'avez pas vu l'épisode, il est disponible. Mais à chaque fois, comme pour le roman national non culinaire, c'est fait pour cacher une réalité cruelle. Par exemple, prenons une figure du roman national américain, celui du fermier. Le fermier américain. droit, noble, qui travaille la terre pour subvenir aux besoins de ses compatriotes et de sa famille. American Gothic. Bien sûr. Mais ce roman rentre en conflit avec la réalité de la nourriture industrialisée, produite en quantité dans des usines, de manière inhumaine pour les animaux, et mise en place pour subvenir aux besoins d'une population toujours grandissante, mais au moindre coût. À peu près, si vous voulez aller sourcer, je vous invite à aller voir sur Economic Research Service US Department of Agriculture, donc un site officiel du gouvernement américain. Je préfère t'écouter pour le coup. Oh, merci. On peut à peu près dire que 90% des plantations, en particulier la nourriture des vaches, le blé et le maïs, sont modifiées par des OGM aux États-Unis. Si on ajoute à cela le commerce de libre-échange qui baisse les prix d'achat de ces denrées par des grands groupes qui favorisent la compétition, on tombe dans un cycle infernal. J'ai besoin de produire en masse pour avoir un salaire minimum, donc j'ai besoin d'utiliser des OGM qui me bousillent le sol pour que ça pousse plus vite, donc j'ai besoin d'avoir encore plus de terre pour produire, et la boucle est bouclée. On est loin d'un imaginaire fermier noble dont on parlait juste avant. Du coup, ce mensonge national autour de la nourriture est traité de manière assez subliminale dans le film, et je pense pas qu'il en soit conscient, mais il est là. Remarquez une chose simple, tous les personnages suivis sont des produits industriels. Tous. Il n'y a pas un seul produit frais comme personnage principal. Mais il y a un maïs, mais... Justement. J'irai plus loin. Qui lance la musique du roman national ? Le maïs. Ouais. Et c'est vraiment le symbole des États-Unis. Genre, c'est ça. Le corn. Le corn. Et qui contrôle le maïs ? Le pic des industriels, les impérissables. J'ai cru que tu me posais une colle, je me disais putain, c'est genre c'est le fermier, je sais pas. Mais j'y arrive pas. Oui, mais les impérissables, c'est quand même c'est là où le film est intelligent, c'est que c'est des minorités. Il y a un natif américain, un Twinkie, donc un homosexuel, et un noir.
Ouais, mais je pense que Ce sont bien sûr. les trois plus victimisés aux États-Unis, quoi. Ouais, mais je pense que c'est pas une super représentation des États-Unis que de dire que ces groupes-là ont influencé le roman national. Bah justement, c'est Je- là où je suis pas d'accord avec toi. Bah, je pense que le film se trompe dans son propos, en fait. Moi, c'est là où je pense que tu surinterprètes. Je pense là, Parce que- tu vois, c'est le risque de nos analyses, c'est que là, tu vois, peut-être que tu vas chercher un truc tu fais des liens et tout. Peut-être que Seth Rogen et tout, ils ont pas cherché. Ah non, jusqu'à- alors, par contre, je vous le dis tout de suite, je pense pas qu'ils ont pensé à tout ça. Ah ouais, donc c'est ça. Donc C'est- là, on peut c'est- dire clairement aux spectateurs, c'est aux auditeurs, que on est sur de la surinterprétation Ah oui. potentielle. Ouais, Pur et d'accord. dur, pur et dur, oui. Mm. À aucun moment, je pense que si on demande à Seth Rogen en interview est-ce que vous avez pensé ça, il va être en mode bah non, il va d'ailleurs rejoindre ce que vient de dire Sarah sur le fait que c'est des minorités, c'est impérissable et donc non. Mais si on parle de ceux qui ont créé le roman national des États-Unis, ce qui est quand même supposé être le microcosme du supermarché dans ce film, c'est pas des minorités qui l'ont fait. Au contraire, c'était une majorité de mecs blancs en fait. Ah oui, bah Donc oui. on peut voir en tout cas dans ce cycle du maïs contrôlé par les industriels une représentation des rapports de force dans la chaîne de production et de ces mensonges. Les producteurs industriels font croire un faux paradis aux producteurs agricoles qui, pour se protéger émotionnellement, croient à leurs mensonges au point de le chanter chaque matin. Je suis certain qu'il y a des fermiers qui croient aux mensonges des grands groupes Ah oui, agricoles. complètement. Bah, ils ont pas Vraiment de choix non plus. Ils ont pas vraiment le choix parce que ils sont dépendants de ces groupes qui leur donnent, qui leur fournissent des graines. Monsanto, ils ont le capital sur les graines et du coup ils font que des graines qui sont pas fertiles, c'est-à-dire elles font une plantation et elles ne refont pas de graines ensuite. Donc c'est pour obliger les gens à acheter et du coup les fermiers sont dépendants s'ils veulent par exemple cultiver des tomates. Monsanto leur vend des tomates, puis après comme les tomates sont infertiles, il faut qu'ils rachètent chez Monsanto. Donc ils croient au roman national parce qu'ils n'ont qu'un dieu et c'est Monsanto par exemple. Exactement. Enfin, Et, qu'ils y croient, on ne sait pas forcément dans le cas des Oui. pratiques, dans la réalité, mais en tout cas, ils en sont dépendants, ça c'est Voilà, clair. exactement. Ils en sont Ça, dépendants. On peut pas être dans leur tête. Mais à l'instar du film, moi je pense qu'il y a vraiment des fermiers qui se disent bah oui, oui, c'est quoi. possible, bien sûr. Il faut c'est possible. que ça vienne de chez eux, quoi. Ouais, bien sûr. Surtout que. C'est plus efficace, c'est plus, tu vois. Oui, bah en plus, on sait que le patriotisme, c'est très important pour les Américains, quitte à se voiler la face parfois. Donc voilà, comme dans le film, les Américains aussi croient en ce mensonge. Parce que s'ils n'y croient plus, c'est l'acceptation de ne manger que de la malbouffe ou de la bouffe modifiée. Et mieux vaut être dans une mauvaise foi et heureux plutôt que réaliste et malheureux. Tout ça pour dire que le film met en avant les risques du roman national et de la manipulation que ses créateurs en tirent à travers la nourriture américaine. Je pense pas que le film en soit conscient. Mais t'as trouvé cette analyse Mais moi, j'ai trouvé de cette analyse. à travers un plan. C'est beau ça. À travers le fait qu'un maïs chante. Qu'un maïs chante et qu'une saucisse le regarde, fait ouais, bravo Diego. C'est ça. Et voilà, mais C'est mais ça la magie de cinéphage. il faut lier l'angle religieux à l'angle politique si on veut parler du propos du film. Parce que oui, ils utilisent le truc de voici la vie après la mort. Mais ils utilisent ça pour créer une unité nationale dans le supermarché. Ouais, Parce qu'ils disent avant, tout le monde s'entretuait. Exactement. Donc il y a ce truc de créer une cohésion. En Ouais. fait, Un dans espoir ce pays. Ouais, commun, une culture commune aussi, c'est ça. une Et culture religieuse, quoi. en parlant de religieux, parce qu'il y a beaucoup cette thématique, en tout cas cette image du paradis, qui est bien sûr très rapidement, surtout au midpoint, détruite dans le film. Et je regardais un petit peu dans mes recherches les entreprises agroalimentaires qui entretiennent ce mensonge dans les États-Unis. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles reprenaient à peu près tout l'esthétique du paradis. Ouais. Et qu'il y avait des décalages assez marrants. Mm. Nestlé, par exemple, c'est un oiseau qui nourrit ses petits, son logo. Mm. Moi, j'ai toujours vu des colombes. Tu vois, je me suis toujours Oui, imaginé, bah, c'est côté une petite colombe. maternel. C'est ça. Ouais. Bah, sauf que bon, les petites colombes, dans une présentation interne diffusée au cadre dirigeant, la multinationale spécialisée dans l'industrie agroalimentaire reconnaît que plus de 60% de ces grands produits de consommation, boissons comprises, ne répondent pas à la définition de santé et que certaines de ces catégories ne seront jamais saines. Ouais. que... Nesquik, c'est bourré de sucre. Ah, mais bah, Ah bah 60%, là, je pense que Nesquik est dedans, oui. Ouais, malheureusement. Nestlé, surtout, c'est un énorme groupe qui contient plein d'autres marques. Hein. Ah oui, mais c'est un Dans tout l'oiseau, l'agroalimentaire, hein. L'oiseau, il mange beaucoup de choses. Hein. Ouais, C'est- bah, entre les Un scandales... putain de raptor, l'oiseau, là. tu rajoutes le scandale des pizzas Buitoni. Oui, bah voilà. Tu peux expliquer un peu le scandale Buitoni, du coup? Le scandale Buitoni, c'est des pizzas qui étaient produites en masse, des pizzas surgelées, Ouais. et qui ont causé de graves maladies, de graves douleurs, et il y a un procès qui est parti. Il y a eu Et, un très bon complément d'enquête, je crois, là-dessus. Ouais, parce que ça a touché beaucoup en France. Ouais. Donc, et en Europe de manière plus générale. Ouais, il y a eu 2 enfants. 2 enfants morts.
Donc voilà, typical Nestlé. Donc Voilà. l'oiseau, bon, il va pas vraiment te nourrir, il va plutôt manger du blé composé de produits chimiques, te chier sur le fermier en partant et te venir dans la bouche en réclamant plus de dividendes à l'État. Voilà. Et après, il va vendre de l'eau en disant c'est un besoin naturel, mais tu vas payer quand même. Ouais, c'est ça. C'est... Pareil pour Monsanto d'ailleurs. Monsanto, logo, une branche verte posée verticalement pour symboliser la force de la nature et sa sagesse. Bon, ce qui est marrant, puisque Monsanto, force de la nature, a poussé via des produits chimiques qui détruisent les sols, notamment le glyphosate, qui est aujourd'hui un des produits chimiques les plus utilisés et qui a été encore autorisé par l'Europe. Et qui est cancérigène, ça fait Ouais. polémique parce que les agriculteurs commencent à comprendre et à voir sur leur propre famille et leur entourage que ça fait des séquelles très très graves. Ouais, donc s'ils pouvaient changer leur logo avec un fermier en chimio, à côté de leur petite liane verticale, ça serait intéressant et ça serait peut-être plus sage. Ouais. Ce serait plus vrai. Plus Plus réaliste. honnête, voilà, plus proche du consommateur. Moins roman national. Du coup, tu as pas mal parlé du rôle de la religion justement dans ce roman national et je vais rebondir là-dessus pour ma partie parce que moi, je vais surtout vous parler justement du traitement des religions donc, dans le film. Donc, si je prends un peu chronologiquement le film et surtout la chanson du début donc, dont Antoine a parlé qui expose surtout le roman national, on nous parle de plusieurs termes qui sont vraiment facilement rapprochables des religions, comme par exemple le grand au-delà, qu'on peut comparer assez aisément au paradis, quoi. Et puis la notion de Dieu, tout simplement. Les humains sont désignés comme des dieux, donc par les aliments. Tous leurs gestes sont vénérés et on remet absolument pas en question leurs actes. On accepte tout ce qu'ils font et on se dit que s'ils font comme ça, c'est que c'était prévu, c'est qu'ils savent ce qu'ils font, les voies du Seigneur sont impénétrables, etc., etc. Là aussi, on peut rapprocher ça de certaines croyances religieuses. Et donc ça, c'est un des trucs qui m'a fait rire aussi, c'est que dans la chanson, ils disent 2-3 phrases pour dire on est absolument sûr de nous et que on se remet pas du tout en question et vraiment on n'a aucun doute là-dessus. Donc c'est assez drôle quand tu sais qu'à la fin ils apprennent la vérité et que l'au-delà n'existe pas. Et donc voilà, assez rapidement, le film nous présente plusieurs religions associées à des cultures. Le personnage de la vache, c'est en gros comme un pain pita, donc qui vient surtout d'Arménie et du Moyen-Orient, mais en plus fin. Donc voilà, il y a ce personnage-là, il y a aussi le personnage du bagel qui fait référence donc à la culture juive. Et du coup, si on passe à nos personnages principaux, la saucisse et le pain à hot dog, donc là, qui représente vraiment les États-Unis, c'est le cliché de l'aliment qu'on mange pendant les fêtes aux États-Unis, quoi, le truc facile, le fast-food, la junk food. Et donc, eux sont plutôt associés à la religion protestante parce qu'on sent dès le début la thématique du sexe, c'est plus précisément du puritanisme, qui est très propre justement aux Américains. Par exemple, ils se touchent les doigts en sortant de leurs paquets respectifs et ils disent attention, est-ce que c'est un péché de faire ça avant d'être sorti de nos paquets ? Donc voilà, on voit clairement le parallèle avec les règles de la religion chrétienne qui dit que voilà, il faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage parce que c'est un péché. Et ils disent effectivement que quand ils seront dans l'au-delà, ils pourront sortir de leur paquet et la saucisse pourra entrer dans le pain à hot dog qui, je cite, est très serré. Voilà. Donc voilà, c'est là où le film est pas très subtil, bon c'est voulu mais voilà. Et d'ailleurs Brenda, donc le pain à hot dog, représente non seulement ce puritanisme américain mais aussi la place de la femme dans la religion chrétienne et plus spécifiquement protestante aux États-Unis. Mais c'est aussi le cas dans d'autres religions, c'est que les femmes ont beaucoup subi au cours de l'histoire les lois de la religion, c'est-à-dire qu'elles devaient être pures, ce qui veut absolument rien dire. Mais voilà, elles devaient préserver leur soi-disant vertu, leur soi-disant pureté, en étant parfaites, en étant vierges, ce qui est d'ailleurs un côté très pédophile au final, parce que le côté pur, pas encore souillé, du coup, plus t'es jeune, plus t'es intact, mieux c'est. Enfin bref, voilà. Ouais. C'est un autre débat, excusez-moi, je m'emporte. La métaphore sur les humains peut être inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est un produit qui est encore sous sachet, quoi. Exactement. T'as un vrai parallèle qui peut être fait là-dessus, quoi. Voilà, et tout au long du film, Brenda, elle va être dans cette espèce de dilemme moral de en même temps j'ai des pulsions, j'ai des envies, et en même temps j'ai peur de ne pas être assez pure, de ne pas être assez vertueuse pour l'au-delà. Mais après, c'est vrai que par exemple sur le traitement de la femme, le pain, donc la vache, qui est associée clairement à la culture arabe et à la religion musulmane, lui dit de se couvrir, qu'elle n'est pas assez, qu'elle devrait montrer un peu de modestie. Oui. Donc voilà. Tu parles de la sexualité aux États-Unis et leur
un peu le rapport schizophrène Mhm. en fait, Ouais, tout avec à ça. Et ce qui est bien représenté, comme tu le dis, dans le Buns. Oui, parce qu'elle a des formes vraiment très généreuses. Elle a bon, là, pour le coup, ce n'est absolument pas de son fait. Elle est née comme ça, voilà. Mais elle a effectivement une vraie libido, une vraie envie, ce qui est juste un ressenti humain. Et pour le coup, voilà, elle est toujours dans ce dilemme, cette dichotomie de en même temps j'ai envie et en même temps j'ai peur de pas être assez vertueuse. Et c'est pas étonnant parce que les États-Unis ont un rapport avec déjà la sexualité de manière générale assez schizophrène. Et si on ajoute à ça la religion, on arrive à des scènes qui sont quand même assez bizarres. Et faut le dire, un peu drôle. Est-ce que vous connaissez le soaking? Soaking. Ah, tremper. Ouais. Ah oui, comme soi-disant, c'est pas du sexe, du coup on a le droit. Alors en fait, c'est quelque chose Genre qui tu chez trempes, les littéralement. c'est chez les Mormons. Oui, Alors j'ai chez déjà vu ça. les c'est Mormons, génial. ce qu'ils font aux États-Unis, c'est que ce qui est péché dans l'acte sexuel, c'est le frottement. Voilà. C'est le fait de donner des coups de hanche. Exactement. C'est ça. Du coup, si tu trempes, ça passe. Et en fait, si tu trempes, ça passe. Et ce que tu fais, la technique, c'est que tu as un pote qui saute sur le lit pendant que tu soques. Et du coup, ça crée un mouvement, mais c'est pas toi qui crée le mouvement. C'est ton pote qui saute sur le lit. Ah là là. Et c'est vachement... Alors, ça a explosé aux États-Unis. C'est là que les États-Unis sont vraiment bizarres. C'est qu'ils créent des règles religieuses qui empêchent une liberté sexuelle. Les gens contournent ces libertés, Bah oui. ces règles pour trouver une liberté sexuelle. Sauf que ces contournements, c'est soit le soaking, soit l'anal. Donc, Oui. c'est des trucs... Genre... Parce que c'est pas péché. Du coup... Attends, oh merde. Bah ouais, c'est ça. Du coup, tu bloques une porte pour en ouvrir deux autres. Dans Ouais. certaines religions. La porte de enfin, derrière. dans la- précisément. Mais voilà, c'est pour ça que je te rejoins. Et voilà, après, donc là, on parle de la religion chrétienne, mais encore une fois, les religions en prennent toutes pour leur grade. On a du coup donc les personnages dont je vous avais parlé un peu plus tôt, qui sont la vache et le bagel, qui représentent par le cliché la religion de l'islam et la religion du judaïsme. Et donc ces personnages-là, leurs noms sont assez marrants parce que donc la vache s'appelle Karim Abdul-Lavache, qui est une référence à, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs, Karim Abdul-Jabbar, qui est un super grand basketteur aux États-Unis. Et en fait, il a un nom à consonance arabe parce qu'il s'est converti à l'islam sunnite quand il avait une vingtaine d'années, parce qu'il est afro-américain en fait, à la base. C'est aussi le cas pour le bagel qui s'appelle Sammy Bagel Jr., donc qui est une référence à Sammy Davis Jr., si je ne me trompe pas, qui est justement un danseur afro-américain qui, lui, s'est converti à la religion juive. Sammy Davis Jr., il a vu des similitudes entre toutes les répressions qu'ont vécu son peuple, donc les afro-américains, et qu'ont vécu le peuple juif, donc notamment la Shoah et Oui, tout ce qu'on sait, quoi. Sûr. Et donc, ce qui est intéressant à dire aussi sur ces deux personnages, c'est qu'à un moment, ils représentent le conflit israélo-palestinien, comme tu as commencé à en parler, Antoine. Donc, il y a un échange que j'ai trouvé pour le coup assez fin, assez marrant. C'est qu'on leur demande pourquoi ils se détestent, alors qu'ils ne se connaissent pas. Et là, la vache dit que les bagels leur ont volé leur allée, leur territoire. Et le bagel dit « Bah ouais, mais il nous fallait bien un endroit pour vivre ». Et après, on leur demande, mais vous pouvez pas juste partager l'allée? Et là, ils éclatent de rire tous les deux. Donc voilà, c'est fait, le parallèle est évident, mais on nous le fout pas non plus, on nous le dit pas, ah bah dis donc, vous parlez du conflit israélo-palestinien, quoi. Voilà, c'est pas trop dans ta face, et je trouvais que c'était bien amené, et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on montre malheureusement que c'est un conflit qui s'entretient de génération en génération. Encore une fois, c'est un cliché, mais c'est vrai que c'est un fait que malheureusement, il y a une haine qui s'entretient entre certaines religions, qui est passée de génération en génération et qui n'aide pas la paix à être installée. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'à la fin de l'histoire, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont bien plus en commun que ce qu'ils ne pensaient. Et ils finissent par tomber amoureux, et ça, c'est beau. Donc le film nous parle de différentes religions, mais il nous parle aussi du fait d'être athée, donc de l'athéisme. Plus tard dans le film, en effet, le personnage principal apprend que la religion, donc le grand au-delà, les humains étant des dieux, etc., tout ça a été inventé par
les denrées impérissables, donc une bouteille de Firewater qui est donc un natif américain. Et alors je sais plus que... Alors le Twinkie, du coup c'est un Twinkie, c'est voilà, un gâteau américain là, donc qui représente donc... Comme LGBT. Voilà, la communauté LGBT. Et un autre produit, mais je ne sais plus ce que c'est, parce que je crois qu'on l'a pas en France, C'est qui représente du coup les Afro-Américains. Mister, je sais plus quoi. Mister Ouais. Grits. Qui du coup représente la communauté afro-américaine. Et donc, à partir de ce moment-là, du coup, le personnage principal va devenir athée, en fait. Et du coup, on a une approche de la religion qui est bien plus pratique, en fait, qui est une manière d'organiser la société. Tout devient logique quand on se dit que cette religion a été créée pour que les habitants du supermarché passent pas leur vie à anticiper la mort et la douleur quand ils seront achetés par les humains. À la place, ils vont avoir de l'espoir d'aller dans l'au-delà, une raison de vivre, voilà, une motivation pour être moralement bon, pour être altruiste, bien se comporter, avoir des règles, etc. Donc voilà, la religion, ça a très longtemps été une manière d'organiser la société. Après, on peut se dire, les croyants peuvent tout à fait se dire que c'est non seulement une manière d'organiser la société, mais qu'en plus, ça parle de quelque chose qui est vrai, donc que Dieu existe réellement, etc. Et ça, c'est un point de vue pour le coup. Moi, le fait que, du coup, la religion est apparue pour organiser la société, c'est ma théorie, ma vision du monde. Et voilà, quand on est croyant, on l'a pas forcément. Donc juste tout ça pour dire que je ne plaque pas ça. C'est juste, je dis que c'est ma théorie, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est l'objet justement d'une conversation entre Frank et son pain Brenda. Donc lui a été confronté à donc dans le film, cette vérité, la révélation des impérissables, et il exprime le doute. Et effectivement, ils n'ont aucune preuve de l'existence du grand au-delà, et c'est ça qui est son argument principal pour douter, en fait. Ils n'ont aucune preuve de la bonté des humains, ils n'ont aucune preuve de l'existence de l'au-delà. Sauf que Brenda, elle, qui est très croyante, refuse catégoriquement cette théorie, et on peut tout à fait comprendre comme elle a grandi là-dedans, et que c'est quelque chose qui lui apporte du bonheur. Après, on peut aussi se dire que ça ne lui apporte pas que du bonheur, parce que du coup, elle est très partagée sur cette vision de « en même temps, j'ai des pulsions », et en même temps, j'ai peur de pas être vertueuse. C'est ça, elle vit dans la crainte. Après, le film, Voilà. je trouve, est assez clair dans son point de vue sur ça, oui, parce oui, que cette peur va littéralement l'éloigner de celui qu'elle aime. Oui, mais au final, il va se rendre compte qu'en fait, il peut pas juste dire aux gens « vous êtes cons, vous devez croire à ça, c'est la vérité ». Alors là, on retombe sur, pour moi, le film qui est pas très bon, hein, c'est que ça, c'est évacué le temps d'une réplique. Ça, je suis d'accord. C'est juste lui qui Ah oui, arrive non, en mais mode clairement. en fait, je sais pas tout. Oui, Du coup, on c'est y ça. va. C'est ça, c'est genre « ah, désolé, je vous ai brusqué. Allez, let's go, venez avec moi ». Mais théoriquement, en soi, il a raison. Enfin, en admettant que... Sur le papier, oui. Voilà, ouais, sur le vas-y. papier, en admettant qu'un jour, on découvre pour sûr qu'il n'y a aucun moyen qu'un Dieu existe, voilà, les gens qui ont grandi toute leur vie dans la religion, on peut pas leur en vouloir de refuser ça. Oui, et on s'en fout, c'est leur vie, c'est leur... voilà. C'est chacun, Chacun fait sa c'est un choix popote, très personnel voilà. qui regarde chacun. Tant que tu fais chier personne, il n'y a aucun problème. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que en tant que athée ou agnostique, c'est la vision que je partage, même si je comprends tout à fait que ce n'est pas forcément celle des autres. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant de se dire, à partir du moment où on nous raconte une histoire et qu'on ne nous apporte pas de preuves avec, ou alors que c'est des preuves qui ne sont pas forcément tangibles, le doute doit pouvoir exister. Moi, je clôture ces analyses avec une toute petite dernière qui est vraiment, je pense, peut-être la plus capillotractée, mais qui est là, comme ça. Je vais très rapidement parce que j'ai déjà utilisé mes jetons en parlant au début avec mon plaidoyer. Pour moi, en fait, Sausage Party, au-delà de tout ce que vous avez dit, c'est aussi un résumé en fait de toutes les grandes époques décisives qui ont façonné les États-Unis. On retrouve notamment la lutte d'un peuple opprimé, qui sont les aliments, qui étaient aussi les colons américains, contre les titans, les dieux, qui sont représentés par les humains, et qui, là, pourraient symboliser l'Angleterre, qui le disent texto en disant « on leur donne toujours plus, on envoie des personnes à nous, mais ils ne reviennent jamais, et ils reviennent demander encore plus », c'est-à-dire les humains prennent toujours à manger. Les colons, c'était quoi ? Ils donnaient des ressources, du coton, des choses comme ça, qui partaient direction l'Angleterre et qui ne revenaient jamais, donc ils se faisaient saigner comme ça. Et tout se termine par une victoire un 4 juillet pour la déclaration d'indépendance, donc la grande fête des États-Unis, où tout le monde
Ken. C'est la fête du slip dans le film et dans la vraie vie. Et en parallèle, on retrouve tous les marqueurs des grandes époques américaines qui sont le western, la Seconde Guerre mondiale avec notamment la scène de Ryan Gosling, bien sûr. Je suis fatigué. La scène du soldat Ryan. Soldat Ryan, merci. Et donc voilà, donc ça a peut-être capillotracté. Je suis pas sûr que Seth Rogen ont pensé à tout ça et ses copains. Axel, viens manger. Ah putain! On va terminer avec la dernière partie qui sont les conseils culinaires. Et je vais vous demander, vous, un peu ce que Antoine, t'as failli me carjacker. C'est vous, quel est l'aliment que vous avez mangé dans un supermarché qui vous semble le plus triste à tuer? Tu vois, par exemple, le plus humanisé. Par exemple... Les animaux. Non, au-delà des animaux, ça compte pas. Je sais pas ce qui était plus drôle, le ton ou le silence. Les deux, mec. Les deux, c'est comme ça que ça marche une vanne. C'est hors animaux, tu vois, par exemple. Je vais commencer pour vous donner une piste. Ouais. Moi, je sais qu'une autre émission... Antoine, tu kiffes. Hein, c'est vraiment... Non, mais je t'écoute. Hein. C'est... la dernière fois, j'avais parlé des petits oursons que j'aimais leur arracher la tête et tout. Et là, je me disais... un aliment où je pense qu'il serait vivant dans un univers et j'aurais du mal à le manger, ça serait les Monster Munch. Tu vois, parce que moi je m'amuse toujours un peu à aller faire ah non pitié tout ça, tu vois, comme dans la pub. Et du coup là je me dis comme dans Sausage Party, peut-être qu'eux ils ont une vie et j'ai fait un génocide, passé un temps de Monster Munch. Moi je les pense... pommes potes. Ah ouais, les pommes potes. Ouais. Je sais pas. Tu leur aspires le cerveau. Ouais. Alors si c'est pas le cerveau c'est autre chose et là c'est dégueulasse. C'est pour les enfants les pommes potes. C'est bien ce que je dis. Oh les kidibous. Alors faut choisir, ça va. Oh, faut en dire que un. Bah, on va te dire, maintenant que t'as dit les pommes potes et que tu dis le deuxième, oui, on les garde, mais... Moi, je pense que... Parce que ce serait de la torture, tu vois. Et donc, et que t'es sadique. C'est les ficellos. Ah ouais, bah oui, tu les épluches, quoi. Ah, les ficellos, ça doit faire super mal. Le fromage, trop rigolo. Mais ça, tu sais, t'as juste... Ah tu le pelles, là. Bah, j'ai jamais mangé de ficello. Et bah écoute, à chaque fois que j'en mangeais, mais je l'ai demandé à mes grands-parents parce que c'est les seuls qui voulaient m'en acheter. Et à chaque fois, ils me jugeaient de fou quand j'en mangeais parce qu'à chaque fois, ils étaient en mode c'est du fromage ça? Je me mode bah ouais, c'est trop bien, c'est trop cool, regarde, je le pèle et genre ils voyaient le truc qui se tire, qui se tend en plastoc et c'est en mode ah ouais. Je veux pas voir la tronche de la vache. T'habites loin toi, hein, c'est bien. Bah, la vache a été nourrie au glyphosate quoi. Ouais. Et bah, je crois qu'on a fait le tour. Et toi, Camille, on ne t'a pas demandé quel serait l'aliment? Si, c'est les Monster Munch. J'ai commencé. Oh là là, bah il est tard, les enfants. Hein, faut se coucher. Bah, c'est pour ça. On va s'arrêter là. Merci à tous, à tous les deux. Antoine, merci Sarah. Je t'en prie. Merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à nous encourager sur les réseaux et sur les plateformes d'écoute. On est disponible partout, c'est bon. Je me suis battu avec Apple Podcast, on est enfin disponible. Et Camille du Montage se permet de rajouter un grand merci à l'association Tech5, à Thomas qui a supervisé cet enregistrement. Merci pour les micros, merci pour la qualité du son, merci pour l'accompagnement. Donc merci Tech5. Et tout simplement, à la prochaine et bon appétit. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.